En 3 ans, elle est devenue l'une des figures de la France insoumise. La militante s'est révélée en femme politique, un univers auquel pourtant elle ne s'identifie pas. Mathilde Panot, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors petit à petit dans l'hémicycle, les Français ont découvert une femme qui se fait remarquer, dont les interventions sont remarquées. On va écouter l'une d'entre elles. Monsieur le ministre, collègues, depuis 3 ans que je siège dans cet hémicycle, je vous ai étudié attentivement. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous présente aujourd'hui le fruit de mes observations. Je l'ai appelé sobrement « Petit manuel d'antidémocratie, trucs et astuces pour museler l'opposition ». J'ai décidé de vous rendre service. À chacun de nos désaccords, il vous suffira de revoir mon intervention et de piocher dans les astuces suivantes. C'est l'un de vos coups d'éclat. Vous en avez quand même plusieurs à votre actif. Vous êtes révélée une tribunicienne. En tout cas, je pense que ça, c'est une des choses sur lesquelles je considère aussi que c'est mon rôle d'élu, c'est-à-dire que je pense que j'ai aussi été élue pour exprimer la colère des gens. Et en ce moment, dans notre pays, il y a une colère très forte, et si cette colère, elle ne s'exprime pas dans l'hémicycle, alors elle va s'exprimer sous d'autres manières qui sont, pour le coup, beaucoup plus irruptives. Et donc, je crois que c'est mon rôle d'exprimer aussi cette colère-là. Ce que me disent souvent les gens, c'est « vous, on vous aime bien parce que vous dites au gouvernement ce que nous, on aimerait leur dire ». Et puis, toujours avec une petite pointe d'ironie qui... bon, je crois aussi donne un peu de mordant aux propos que j'aime bien préparer mes interventions. Ouais. Vous les préparez comment ? Je les prépare avec mon équipe, souvent. On essaie toujours de trouver une arête, c'est-à-dire de trouver un angle qui nous permettrait de tenir un fil et qui, en fait, à partir de ce fil, construit l'intervention. Et puis après, on a des bons exemples aussi parce que à la France Insoumise, dans le groupe de la France Insoumise, on valorise la parole, on valorise le fait de parler, d'être, bon, Jean-Luc Mélenchon disait tribun du peuple, donc on valorise ça aussi et ça se voit puisque... C'est une marque de fabrique. Est-ce qu'il y a une compétition entre vous, justement ? Non, pas une compétition, non, mais en tout cas, on aime... Une émulation. Oui, on aime dire les choses, trouver les mots, trouver les angles, une fois j'ai fait même un conte dans l'hémicycle pour raconter des choses, donc on aime trouver des manières de porter la politique, et je crois même que c'est une manière en fait de porter la politique aussi vers l'extérieur, et y compris de dire... Tout le monde peut et doit faire de la politique parce que la politique, ça nous concerne tous. Vous vous adressez à qui dans l'hémicycle ? Aux gens à l'extérieur. Évidemment, aux gens à l'extérieur. Plus aux gens à l'extérieur qu'aux ministres ? Oui, aux parce autres que députés. Peut-être que ça aurait pu changer si on était dans un autre hémicycle. On arrive quand même. Alors moi, je suis élue pour la première fois. J'arrive dans un hémicycle où la République en marche a la majorité absolue, une telle majorité absolue qu'on n'a pas vu depuis Napoléon. Donc faut imaginer dans quel hémicycle on arrive. Ils ont une supériorité numérique absolue. Donc c'est-à-dire que j'imagine par rapport à d'autres mandatures qu'il y a eu avant, il y a peut-être besoin de négocier un peu des choses, de concéder quelque chose ou autre. Là, il n'y a pas besoin de faire ça. Du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, je ne parle pas aux collègues de l'hémicycle. Parce que si j'avais un petit espoir de les convaincre sur des choses, je le ferais. Vous ne vous sentez jamais écouté ? Par les ministres, par les députés ? Non. En fait, on sert à les titiller sur des choses, à les pousser sur des choses, et surtout à exprimer aussi ce qui se passe dans la société à l'intérieur de l'hémicycle. Et de faire de buzz sur les réseaux sociaux, c'est aussi votre rôle ? Oui, en fait, moi je pense que buzz c'est pas négatif parce que c'est vu assez négativement, mais en fait, on est dans une ère qui est assez formidable sur cette question des réseaux sociaux, qui permet justement de répandre très facilement des paroles politiques. Oui, vous savez quand vous vous bâillonnez dans l'hémicycle que cette image va être reprise. Oui, je le sais, et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et c'est fait exprès. Notamment, j'attire votre point sur une attention, mais être une femme en politique pour briser le plafond de verre des médias. Déjà, c'est compliqué, mais alors quand on est une femme, il y a un double plafond de verre. Les images, ça aide aussi en fait à frapper les esprits et à se demander mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait à être. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette image-là, j'appelle mon père le soir ou le lendemain et je lui raconte, j'ai fait une intervention dans l'hémicycle, je me suis bâillonnée à la fin. Il me dit ah bon, tu t'es bâillonnée parce que j'ai entendu qu'une députée avait fait ça, mais je ne savais pas que c'était toi. Et souvent, on a ce titre de presse magnifique. Une députée, une femme a fait ça. Donc voilà, c'est ma manière aussi à moi de faire passer des messages. Vous sentez encore la différence entre député homme, député femme ? Vous vous sentez moins considérée parce que vous êtes une femme députée ? Bien sûr.
Bien sûr, il faut pas être naïf sur ces questions-là. Le sexisme, il parcourt toute notre société. Et alors en politique, on en arrive sur des choses extrêmement fortes. Vous êtes près de la moitié aujourd'hui dans l'hémicycle. Ouais, mais je vais vous donner un exemple. Ma première prise de parole dans l'hémicycle, donc j'arrive, c'est ma première prise de parole, c'est impressionnant. Bon, je fais, c'était je crois sur les ordonnances travail. Je descends de la tribune et là, plusieurs députés En Marche me disent mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit ton discours. En fait, c'est pas juste, c'est pas un compliment pour me dire j'ai bien parlé. C'est pour me dire en fait j'ai pas de cerveau, donc quelqu'un a dû l'écrire pour moi. Vous n'êtes pas crédible parce que vous êtes une femme. Oui. Vous n'auriez pas pu écrire un tel texte. Oui, et ça existe encore. De même que les femmes en politique, on continue à commenter tout le temps leur tenue, la manière dont elles sont habillées, si elles sont trop grosses, pas assez grosses, trop fines, trop bien coiffées, trop mal coiffées, trop. Ça a un impact sur vous le prenez en compte? Non. Non, enfin non, parce que si vous vous arrêtez à ça, alors vous faites plus rien. Qu'est-ce que la politique, vous, elle a changé à votre vie? La politique, pour moi, c'est ce qui m'a permis de sortir la boule de rage que j'avais dans les tripes en quelque chose de positif. En quelque chose de constructif. Oui, parce que, en fait, moi, mon parcours, c'est que moi, je suis pas arrivée directement par la politique. Moi, je suis arrivée d'abord par l'associatif. Ouais. Donc, vous avez toujours milité dans des associations en parallèle de vos études. Là, on vous voit à Quart-Monde. Donc là, ça, c'était une bibliothèque de rue, par exemple, donc où on allait toutes les semaines avec des livres qu'on achetait ou qu'on nous donnait, mais qu'on achetait aussi parce que c'était l'idée aussi de la question de la beauté, d'avoir besoin de beauté aussi dans nos vies. Et donc là, c'était une des lectures collectives. Et puis après, généralement, il y avait des activités artistiques qu'on faisait dans la rue avec des familles et on suivait ces familles-là avec à la fin souvent des festivals. C'est là qu'elle vient, cette révolte? Oui, beaucoup. En fait, bon, elle vient de moi. Je ne supporte pas Jean-Luc Mélenchon, il avait cette formule de vivre dans un océan de malheur. Je ne supporte pas qu'on soit dans un pays aussi riche et que on méprise la dignité des gens, qu'on fasse vivre des gens dans des conditions qui sont insupportables. Moi, quand Mais vous ne venez pas d'un milieu modeste? Non, je viens pas d'un milieu riche non plus, mais je viens d'un milieu classe moyenne. Mais c'est quelque chose. Je serais. Ces injustices, vous ne les avez pas vécues vous-même? Non. Moi, j'ai eu une enfance très chouette sur ces questions-là. Non, moi, j'ai eu de la chance sur ces. Donc, je saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais moi, c'est mon moteur d'engagement. Moi, mon moteur d'engagement, c'est de dire. C'est pas possible que dans le pays, la 6e économie la plus riche au monde, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement, qui n'arrivent pas à se loger, etc. Et en fait, moi, la politique, ce que ça m'a apporté, c'est que j'adore faire de l'associatif. C'est extraordinaire de travailler dans un quartier, de nouer des liens avec des familles, de voir des choses qui s'améliorent, de faire des combats ensemble, en fait, d'avoir des combats communs. C'est extraordinaire, c'est magnifique comme expérience à vivre. Mais il y a un moment où vous avez vraiment l'impression de vider la mer avec votre cuillère. Il y a un moment où en fait, vous avez envie que ça change pour tout le monde. Pas à l'endroit où il y a les bonnes personnes pour faire le bon combat à un instant. Pas à l'endroit où dans les quartiers populaires, on leur demande toujours de se mobiliser pour tout, pour avoir accès au moindre réseau de base. Dans les quartiers de riches, on leur demande jamais de se mobiliser parce que tout fonctionne. L'électricité fonctionne, les appartements sont propres, tout fonctionne chez eux. Et moi, mon engagement politique, il vient du fait que je veux que ça change pour tout le monde dans ce pays. Dans n'importe laquelle des villes. Ouais, exactement. Moi, c'est pour ça que je me suis engagée politiquement. Vous êtes devenue une femme politique? Oui, en fait, ça dépend ce qu'on entend par femme politique. Mais oui, je suis une femme politique, je suis vice-présidente d'un groupe parlementaire. Vous avez intégré les codes de la politique? Je suis une femme politique, mais pas dans le monde des macronistes. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vais essayer d'exprimer ça. Je ne me sens pas appartenir, j'ai fait Sciences Po par exemple, je ne me sentais pas appartenir au monde des gens avec qui j'étais à Sciences Po, comme je ne me sens pas appartenir au monde de 90% des gens qui sont des députés élus dans l'hémicycle. Mais qu'est-ce qui vous différencie? Pourquoi vous vous sentez différente? Parce que je crois que je n'aime pas leur code.
Je n'aime pas les codes qui sont les codes avenues il faut être, par exemple, voilà, typiquement, ce que je fais en mettant un bâillon dans l'hémicycle, en criant fort, eh ben ça ne correspond pas au code. Parce que dans les codes, eh bien il faut parler doucement, il faut être poli, eh bien non, moi je ne suis pas poli, moi ça me révolte, donc non, en fait, je ne serai pas poli. Vous y sentez quand même à votre place? Ah oui, bien sûr, j'ai été élue, donc bien sûr, je suis à ma place et je prends ma place. Donc bien sûr. À Sciences Po aussi, vous vous êtes senti à votre place? Vous avez pris votre place? À Sciences Po, c'était un choc assez violent au départ. J'avais vraiment pas l'habitude de milieu, de milieu avec des gens très riches, parfois je me rappelle de quelqu'un qui me dit mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas contents. Quand même, le SMIC à 3 000 €, c'est bien, non? Alors voilà, enfin, parfois il y a des déconnexions qui se créent. Bon, je jette la pierre à personne, mais je veux dire, pour moi c'était un choc en fait d'arriver à Sciences Po. Mais heureusement, à Sciences Po, j'étais déjà militante. Et donc ça aide aussi à avoir, on va dire, une bande assez engagée. Et ça aide à vivre la chose un peu différemment. Sciences Po a renforcé aussi la révolte ou pas alors? Bien sûr, bien sûr. Avec eux. Bien sûr, y compris parce que en échangeant avec. En fait, c'est la révolte, mais c'est aussi. Pourtant, vous avez réussi à un concours, vous avez été sélectionné, vous saviez à quoi vous attendre, non? Alors oui, j'ai hésité un moment. J'ai hésité un moment, mais oui, j'ai choisi en fait un moment d'aller. C'est un choix. On n'y arrive pas par hasard à Sciences Po. Bien sûr, on n'y arrive pas par hasard. Vous avez eu une ascension rapide. C'est quoi la prochaine étape? Eh bien, de continuer. Notre prochaine étape, c'est 2022. Donc, un rôle clé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Oui, en tout cas, je ferai ce qu'on me demanderait, mais oui, j'y mettrai toutes mes forces parce que je pense que c'est. Je pense que c'est très important qu'on arrive à gagner cette fois-ci, parce que voilà, je parlais de Grigny tout à l'heure. À Grigny, il y a des gens qui, par exemple, parce qu'ils ne peuvent plus se soigner, et qui ont des maladies aussi bêtes que le diabète, par exemple, qui en vont jusqu'à l'amputation des pieds parce qu'ils n'arrivent plus à soigner du diabète. Donc en fait, ça a des conséquences directes dans la vie des gens très graves. Et oui, il faut qu'on gagne parce qu'il y a une urgence sociale et une explosion de la pauvreté très forte dans notre pays, parce qu'il y a une urgence écologique très forte, et puis parce que j'aimerais qu'enfin on retrouve le peuple souverain en France. La politique, encore et toujours alors. Exactement. Merci à vous, merci Mathilde Panot d'avoir accepté de vous livrer dans Et moi et moi.